Donc, bonjour à chacun. Nous allons corriger la partie B 1, donc numérisation du BTS SNIR ou BTS Ciel option A de 2020. Donc il s'agit d'un sujet très complet que je trouve très intéressant. Donc je vous invite à y réfléchir avant de regarder la correction. Donc nous pouvons nous lancer. Donc, en cas de problème, comme des fluctuations, donc tout ça... c'est du blabla de l'énoncé qui nous intéresse pas. On va de suite aller un petit peu voir ce qu'on a. Bon, on peut remarquer qu'on a ici un graphe avec une représentation temporelle. Ici, on nous explique 2-3 choses. Voilà, là, on voit quelque chose en gras. Ça nous intéresse. Donc, problématique. Vérifier que l'adaptation en tension avant la numérisation est compatible avec la plage d'entrée du convertisseur analogique numérique. Et là, on voit un espèce de schéma de principe qui est ici, qui nous dit qu'on va avoir un transformateur abaisseur de tension. Ensuite, on va avoir un pont diviseur de tension. Donc là, on sait déjà qu'on va devoir à un moment donné redonner cette formule. Puis après, voilà, on nous dit qu'il y a un décalage, un offset, et qu'il y a plusieurs tensions qui se baladent dans l'énoncé. La tension à la borne, la tension 1, la tension 2, la tension 3. Et on nous donne des relations entre ces tensions-là. U1 qui vaut U borne divisé par 100, U3 qui vaut U2 plus 2,5. On ne connaît pas encore le lien entre la tension 1 et la tension 2. Néanmoins, on sait qu'entre les deux, il y a un pont diviseur de tension. Et d'ailleurs, on nous en donne le schéma dessous. Donc on va pouvoir tranquillement commencer cet énoncé. Montrer que U2 de T égale à 0,618 à partir du schéma électrique ci-dessus. Donc là, on ne peut pas se tromper, c'est un pont diviseur de tension. On ne nous le dit pas, mais on nous le dit presque. Donc on va tout de suite appliquer la formule assez facilement. Donc c'est la question 46. On applique la formule du pont diviseur de tension. Ça ne s'embête pas avec des lois des nœuds, lois des mailles à essayer de la redémontrer. Hein. On la connaît, on l'applique. Donc on a U2, la tension de sortie, U2 de T, qui va être égale à la tension d'entrée, U1 de T, fois la résistance qu'il y a aux bornes de U2, donc R2, divisé par R1 plus R2. Ça, c'est la formule du cours. On remarque que la tension de sortie, c'est U2, la tension d'entrée, c'est U1, et on recrache tel quel. Ensuite, on va nous donner des valeurs. On nous donne la valeur de R1 et R2. Alors, on nous les donne dans une unité bizarre que personnellement je ne connais pas. KFI. Voilà. Pour moi, les résistances, c'était en ohms. Mais bon, on va pas s'embêter avec ça, puisque finalement, en fait, si ça, c'est en KFI, et ça, c'est en KFI, ben, lorsqu'on va faire la fraction des deux, elles vont s'annuler. Donc l'unité, finalement, nous intéresse pas. On n'a pas de conversion à faire, donc on va pas s'embêter avec ça. On va directement pouvoir faire des applications numériques. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant. On va avoir U2 de T, qui va être égal à U1 de T, fois 162, divisé par 100 plus 162. Et si on fait l'application numérique, on se rend compte que U2 de T, ça va être égal à U1 de T fois 0,618. Donc voilà ce qu'il en est pour la première question. On a redémontré le lien entre U2 et la tension U1, et c'est bien ce qu'on cherchait. Donc là, on se rend compte que finalement, on connaît maintenant le fameux lien. J'ai fait n'importe quoi. On connaît le fameux lien qu'il y a entre U1 et U2. Donc finalement, on connaît le lien entre toutes les tensions qui sont dans notre système. Donc on va déterminer maintenant pour la question 47. Je reprends mon stylo rouge. En nous aidant de la figure 47, on va déterminer l'amplitude en volts de la tension U-borne. Donc là, on regarde la figure 5, chronogramme de la tension U-borne pour un fonctionnement normal. Donc on vérifie bien ici que c'est la tension U-borne. Les unités, toujours, c'est la tension en volts et le temps en millisecondes. Donc si on doit calculer à un moment donné une fréquence, il ne faudra pas se tromper, le temps est en millisecondes. Et donc on nous demande d'avoir la valeur de l'amplitude de la tension. Donc on rappelle que l'amplitude, c'est la tension pic à pic divisé par 2. Et on peut rappeler aussi que la tension pic à pic, c'est la tension maximale moins la tension minimale. Ok ? Donc
trouvons la tension pic à pic. Pour ça, on a besoin des tensions maximales et minimales. Donc si on regarde sur notre graphe, je vais prendre un stylo. Et est-ce que je peux, je sais pas, diminuer la taille On a un point qui est là, et on a un point qui est là. Donc là, on a le max. Le max, il est au-dessus du 300. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5 échelons entre 200 et 300. Ça veut dire que un échelon, une ligne, correspond à une augmentation de 100 divisé par 5. Donc ça veut dire 20. Donc ça veut dire qu'ici, on a Umax qui vaut 320 volts, moins Umin, qui est à un échelon, enfin à une ligne de moins 300, donc qui est moins 320. Donc là, ça va faire 640 volts. Donc l'amplitude, elle est égale à VPP divisé par 2, ça fait 640 divisé par 2, ça fait 320 volts. Donc, nous avons déterminé l'amplitude et avons répondu donc à la question 47. Question 48. Donc, question 48. Calculer pour un fonctionnement normal du réseau les valeurs minimales de U3 et maximales de U3. Alors nous, on sait juste que Umax de la borne, c'est égal à 320, et que Umin de la borne, c'est égal à moins 320 volts. Ça, c'est juste qu'on sait par lecture graphique, et on n'a pas d'idée directement de ce que ça vaut U3. Par contre, on a ici le lien entre U1 et U-borne, donc on va pouvoir calculer U1 max et U-min max. Après, pour la question 1 ici, on a le lien entre U2 et U1, donc on va pouvoir calculer U2 min, U2 max. Et en dernier point, on a le lien entre U3 et U2, donc on va pouvoir calculer U3 min et U3 max. Donc on va faire ça tranquillement. Alors, U1 max, ça va être égal à U-borne max divisé par 100. Ça vient de la relation qu'on a sur l'écran de gauche. Et donc ça va être 320 divisé par 100. Donc ça va faire 3,2 volts. Je le mets l'unité juste au-dessus. U1 min, ça va être égal à U-borne min divisé par 100. Et donc ça va faire moins 320 divisé par 100. Ça va être égal à moins 3,2 volts. Donc on a déterminé U1 min, U1 max. Maintenant, on va continuer, on va déterminer U2 min et U2 max. Alors, U2 max. U2 max, ça va être égal à 0,618 fois U1 max. Donc 0,618 fois 3,2. On peut faire l'application numérique, donc il faut une calculette. 0,118 fois 3,2, ça me donne 1,98 volts. Okay. U2 min, ça va être égal à 0,618 fois U1 min. Et donc U1 min, ça vaut moins 3,2. Donc forcément, je vais obtenir moins 1,98 volts. Donc j'ai déterminé U2 max et U2 min. Mais moi, la question, c'est U3 max et U3 min. Heureusement, je connais le lien entre U2 et U3. Donc U3 max, ça va être égal à U2 max plus 2,5. Donc ça va me donner 1,98 plus 2,5, 4,48. Et U3 min, ça va être égal à U3 max min plus 2,5. Et donc ça me fait moins 1,98 plus 2,5. Moins 1,98 plus 2,5, ça va me donner 0,52. Voilà. Donc j'ai répondu à la question. On peut tout de suite donner en fait un encadrement de la tension U3. La tension U3 de T, elle sera forcément inférieure à 4,48 volts et forcément supérieure à 0,52 volts. Donc voilà ce qui nous était demandé
pour la question 48. Donc là, il fallait partir de ce qu'on savait, puis petit à petit faire le déclassement entre U-borne et U3 au fur et à mesure de l'avancement sur le schéma de principe. Donc voilà ce qu'il en est pour la première partie. On nous dit ensuite que la tension U3 est appliquée à l'entrée d'un filtre analogique qui est placé en amont d'un échantillonneur bloqueur et du convertisseur analogique numérique. Tout ça c'est un petit peu du blabla. On a un deuxième schéma de principe, donc on a U3 de T qui rentre dans le filtre analogique, puis qui donne donc la valeur U4, qui rentre dans un échantillonneur bloqueur qui nous donne la tension E, puis le CAN qui nous donne la tension EN. Et donc là, on va tranquillement regarder la suite de l'énoncé. Donc on nous donne la courbe de gain d'un diagramme de Bode. Question 49, nous pouvons y aller sans hésitation. On nous dit indiquer la nature du filtre analogique, passe bas, passe haut ou passe bande, préciser l'intérêt de ce filtre avant de numériser un signal analogique en général. Donc là, nous, ce qu'on recherche, c'est quelle est la valeur du gain, quel est le signe du gain. On remarque que pour des fréquences qui sont entre 0 et 100 Hz, le gain, il est nul. On le voit ici, le gain est nul pour des valeurs de 0 à 100. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que pour des valeurs supérieures à 100 Hz, le gain devient négatif. Donc ça, on va dire que ce sont pour les basses fréquences. Et donc pour des fréquences qui sont supérieures ou égales à 100 Hz, le ou égal, c'est supérieur, je devrais même écrire juste supérieur. Hop. Pour des fréquences supérieures à 100 Hz, le gain en décibels devient négatif pour les hautes fréquences. Donc partant de ce principe-là, va y avoir une atténuation aux hautes fréquences et le gain va être passeur à basse fréquence. Donc la nature du filtre, il s'agit d'un passe-bas. Voilà. Préciser l'intérêt de ce filtre avant de numériser un signal analogique en général. Donc là, il faut revoir un petit peu son cours quand on faisait l'échantillonnage d'un signal analogique. On avait un enrichissement du spectre qui nous disait que on avait potentiellement des problèmes. Ces problèmes-là, si jamais la fréquence d'échantillonnage est trop faible, ou alors que ce qu'on cherche en échantillonné a une fréquence trop élevée, on peut avoir le phénomène de repliement de spectre. Et donc, on avait deux possibilités pour lutter contre ce phénomène de repliement de spectre. Soit nous augmentions la fréquence d'échantillonnage, soit nous filtrons en amont le signal de sorte à enlever les fréquences trop élevées. Donc là, l'intérêt de ce filtre, c'est éviter les soucis de repliement de spectre. Voilà. Si jamais c'est pas tout à fait clair, moi je vous invite à aller revoir un petit peu les corrections quand on est sur le thème de la numérisation du signal. Nous avons fait plusieurs exercices, que ce soit en vidéo ou en cours, sur ce phénomène bien connu de repliement de spectre. Donc pour la question 50, on nous demande de relever la valeur du gain à la fréquence de 50 Hz et en déduire que la plage de variation U4 de T est bien compatible avec la plage d'entrée 0 V à 5 V du convertisseur analogique numérique. Donc, pourquoi 50 Hz ? Donc, on peut se poser un petit peu ces questions. 50 Hz, tout simplement parce que, comme nous sommes branchés sur secteur, la fréquence du secteur, c'est 50 Hz. Donc, nous, ce qu'on remarque, c'est que le 50 Hz, donc ici, on a 20. Alors, je reprends mon stylo. Ici, on a 20, 30, 40, 50. Pas besoin d'avoir une bonne paire de lunettes pour comprendre que GdB à 50 Hz, c'est égal à 0 décibels. Donc dans ce cas-là, la valeur est complètement inchangée. Donc c'est-à-dire que on a toujours U3 max
qui est inchangé. Le filtre est passeur à cette fréquence-là. Donc U3 max qui va valoir 4, je sais plus combien j'ai mis, 4,48 volts. Et U3 min qui va valoir 0,52 il me semble. 0,52 volts. Est-ce que ça correspond bien à la plage d'entrée? Alors nous, on nous dit que la plage d'entrée du convertisseur analogique numérique, elle est de 0 à 5 volts. Donc on a bien U3 max qui est inférieur à 5 volts et U3 min qui est supérieur à 0 volts. Donc dans ce cas-là, c'est OK. Bon, donc effectivement, il faut que je mette les dernières questions de l'énoncé avant d'y répondre. Donc, où en étions-nous? Nous venions de vérifier que finalement, la tension U-borne de T, avec toutes les transformations que nous lui faisons subir, elle rentre bien à l'intérieur du CAN par rapport à son analogue input. On est bien entre 0 et 5 volts, donc ça fonctionne bien. Calculer le pas de quantification Q exprimé en volts du CAN pour une plage de tension d'entrée entre 0 et 5 volts. Donc là, il faut connaître sa formule du cours. Donc, question, c'est 51. Le pas de quantification, alors grand Q, petit q, on peut l'expliquer. Donc petit q, c'est égal à U CAN max moins U CAN min divisé par, je vais refaire ma barre de fraction quand même, on n'est pas des fous, divisé par 2 puissance n. U CAN max, c'est 5 volts, c'est cette valeur-là, moins U CAN min, c'est 0 volts, divisé par 2 puissance n, et notre CAN, si on regarde, il est codé sur 12 bits. Donc je vais faire diviser par 2 puissance 12. Et donc notre quantum nous donne une valeur de 1,2 millivolts. C'est-à-dire qu'entre 0 et 5 volts, il est capable de détecter une variation de 1,2 millivolts. Voilà ce que c'était pour la question 51. Et maintenant, il va falloir qu'on regarde si cette variation de 1,2 millivolts entre 0 et 5, elle est suffisamment représentative pour pouvoir transcrire une variation de 1 volt entre 325 et moins 325. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on détermine à la question 52, en s'aidant de la figure 7, la résolution numérique minimale nécessaire du CAN pour détecter une variation U-borne de 1 volt. Donc bon, est-ce que notre CAN fait l'affaire? Donc pour ça, on va réappliquer donc la formule pour avoir le nombre de numérisation, hein, ce n, qui est égal à Umax moins Umin divisé par la tension 1 volt. Okay. Donc ça va être égal à 325 moins 325 divisé par 1. Bon, ça fait 650 comme valeur. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on veut, c'est que entre... Alors si je trace à peu près U-borne, alors comme je peux, hein, U-borne, fait comme ça, démarre à 0, il monte, il descend, il monte, il descend. Nous, ce qu'on sait, c'est que pour bien l'échantillonner, il nous faut que entre chaque point, il y ait 1 volt. Et donc, il nous faut au total un nombre vertical, ici, de 650 lignes pour pouvoir, bien comme il faut, décrire les variations. Et donc, ce 650, on va le transformer en puissance de 2. Enfin, on va essayer de voir à combien de bits on peut avoir 650 valeurs discrètes. Et donc, si on fait 2 puissance 1, bon, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. 2 puissance 4, ça fait 16. 2 puissance 5, ça commence à devenir compliqué, ça fait 32. 2 puissance 6, ça fait 64. 2 puissance 7, ça fait 128. 2 puissance 8, c'est là qu'on est en train de rentabiliser
les heures passées sur le jeu 2048. 2 puissance 8, ça fait 128 x 2, ça va faire 256. 2 puissance 9, ça va faire 518. Et 2 puissance 10, 1024. 2 puissance 11, ça va faire 2048. Et puis là, on est vraiment dans l'overkill, puisque finalement, on se rend compte qu'avec une résolution de 10 bits, on arrive à quantifier... deuxième fois. Avec une résolution de 10 bits, on est capable de quantifier 1024 valeurs différentes. 1024 valeurs, c'est supérieur à 650. Donc, une résolution de 10 bits est suffisante. Donc, résultat, notre CAN à nous, ses caractéristiques, c'est qu'il est codé sur 12 bits. Donc, cette variation de 1,2 millivolts sur la tension fournie, échantillonnée, bloquée, qui est entre 0 et 5 volts, elle va être suffisamment précise pour pouvoir détecter une variation de 1 volt sur le signal d'entrée. Donc, résultat, notre CAN et notre numérisation sur cet exercice-là est bel et bien effective. Donc, un énoncé complet que je trouve très bien écrit, très intéressant. On a à la fois des lois générales de l'électricité avec un petit peu de pont diviseur de tension. On a un petit peu de représentation temporelle avec mesure d'amplitude à partir du chronogramme. On a un petit peu de diagramme de Bode en identifiant facilement la nature du filtre et en relevant après, il y a une discussion par rapport au gain, la valeur du gain qui valait 0, c'était quand même une question très simple. Et finalement, on avait tout bonnement la résolution de la problématique en vérifiant sur des petits calculs de pas de quantification et de nombre de bits minimum si notre système de numérisation était effectif, et c'est le cas. Donc c'est un très bon exercice pour s'entraîner.